tous, bienvenue dans Territoire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes cette semaine à la Grand Combe. Je suis en compagnie de Marc Jouve qui va nous servir de guide tout au long de l'émission. Bonjour Marc. Bonjour. Alors nous commençons notre première étape et notre première visite ici à la Maison du Mineur. Alors tout d'abord, bienvenue à Cévennes, bienvenue au Pays-Rhin-Combier et bienvenue à la Maison du Mineur qui nous sert de musée aujourd'hui. Ce musée-là était autrefois un lavabo où les mineurs prenaient leur douche. Alors les mineurs ont travaillé ici jusqu'en 1978. L'exploitation minière a commencé bien sûr dans les années 30 chez nous, puisque la compagnie des mines a été construite, créée plutôt le 10 mai 1836, et l'exploitation minière a commencé dès cette époque-là. Grande part de l'histoire cévenole que nous allons découvrir. Pays-Rhin-Combier, et nous en sommes très fiers. Nous allons aller à l'intérieur, hein Marc? Et on voit Puy du Gouffre. Puy du Gouffre qui était un puits qui était juste à côté, qui était à Trescol. Alors c'est un bâtiment qui est classé monument historique évidemment. Oui, c'est un bâtiment qui est classé maintenant monument historique. On voit les consignes de sécurité de l'époque, oui, là. Article 124, voilà, oui. C'est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment évidemment. D'apporter tout ce qui brûle, flammes, tout ce qui était inflammable, quartz et tout ça. Alors nous pénétrons dans le musée du mineur. Donc voilà, vous avez donc les panneaux explicatifs, qui retracent toute l'histoire de la compagnie des mines et de la Rangom. Donc après nous rentrons dans notre musée. Voilà. Alors vous êtes ici dans les lavabos, bien sûr, où les mineurs venaient prendre leur douche. Dans le nord on dit la salle des pendus, chez nous on dit les lavabos. C'est un lavabo qui a été construit dans les années 1935. Vous voyez l'architecture qui est quand même, c'est de l'art, tout est riveté. Et chaque mineur avait un panier. Les paniers arrivaient juste ici, il y avait 1800 paniers. Chaque mineur avait son panier, donc avec un numéro bien spécifique. Donc ils descendaient du puits, là où on va aller tout à l'heure, venaient se déshabiller, mettaient leurs affaires en salle sur un des paniers, prenaient leurs affaires pour faire leur toilette, et allaient de ce côté-là pour prendre leur douche. Donc une fois qu'ils étaient déshabillés, si vous préférez, ils venaient ici prendre leur douche. Là c'est resté en l'état en fait, c'est d'origine. C'est d'origine, de 1935. Donc chaque mineur, ils étaient tous à la file indienne. Alors il y avait une coutume chez nous, d'ailleurs dans toutes les mines, c'est que tous les mineurs se lavaient le dos. Parce qu'il est très difficile de se laver le dos, donc tous les mineurs se lavaient le dos de son collègue de devant, donc voilà quoi. Pour plus avoir du noir sur le dos, les gueules noires se nettoyaient. Voilà. Donc une fois qu'ils étaient lavés, qu'ils avaient fait leur toilette, ils prenaient leurs affaires propres, qu'ils avaient mis au préalable, ici, avec ce qu'on appelle une despoille, c'est l'habit du mineur de chez nous. Parce que vous voyez ici, forcément pas que du jean, mais de vieilles affaires, que la maman ou la mamie, ou peu importe, lavait une fois par semaine. Donc une fois qu'ils avaient posé leurs affaires sales, ils les remontaient, bien sûr, avec la chaîne, pour que éventuellement ces habits se sèchent pendant l'heure de repos. Parce qu'il faut savoir que dans ce puits-là, il fait 801 mètres, il faisait 45 degrés en permanence. C'était une mine très chaude. Il travaillait en slip, avec des bottes et le casque. Il faisait très 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 chaud. Et chaque mineur avait son panier avec un numéro bien précis. C'est le vestiaire des mineurs alors. C'est le vestiaire des mineurs. Il manipulait d'ici là? Voilà, non, c'était dans une salle des machines que je vous ferai un peu plus haut. Et là, pourquoi on l'a ici alors cet appareil? Parce qu'on a mis ici, on a récupéré pour faire voir, expliquer, notamment les anciens mineurs qui nous servent de guide, les fondateurs de ce musée, s'en servent pour expliquer, notamment aux enfants et aux anciens, ce qu'était le travail du machiniste. Alors là, on va aller voir les briquettes. Alors là, on va aller voir les briquettes qui sont bien typiques de la Rangom. D'ailleurs, elles sont gravées à la Rangom. Au nom de la Grande. Alors là, vous avez bien sûr la Rangom et une croix de marine. C'est Napoléon III qui les avait fait faire pour les bateaux à vapeur, comme je vous disais. Et quand vous voyez la flamande de côté, elles étaient faites pour les locomotives. Alors on s'en servait dans les bateaux à vapeur, ça veut dire que... Oui, dans la chaudière pour faire fonctionner les machines. Parce que c'est vraiment compact en fait. C'est très compact, c'est du charbon assez pur, c'est une briquette qui pèse environ 10 kg. Ça permettait aussi de bien les ranger dans les cales. De bien les ranger, tout ça. Alors il faut savoir que quand ces briquettes sortaient, il y avait en face tout le matériel, l'usine à briquettes. C'était les premières placières, les premières trieuses
de pierre, elles étaient chargeuses de briquettes. C'est-à-dire que, notamment ma grand-mère, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin, avec ses camarades bien sûr, en plein hiver, elles avaient juste une bâche pour pas que le givre leur tombe sur la tête, charger les wagons de ces briquettes-là. Elles ont chargé des wagons de tonnes toute une nuit. Parce qu'il faut savoir que les dames aussi travaillaient, mais en surface. Elles étaient à l'extérieur. Voilà. On les appelait les placières parce qu'elles étaient sur une place, mais elles étaient trieuses. C'est-à-dire que quand le charbon sortait du fond, il était mélangé avec ces pierres. Et ces dames, ces trieuses, notamment ma mère, notamment ma grand-mère et toutes, parce que je suis issu d'une famille de mineurs, triaient ces pierres. Alors elles faisaient 100 boîtes à l'heure, elles faisaient 800 boîtes de pierres par jour. Dans un endroit très froid l'hiver, avec une poussière incroyable. Et elle peut parler, elle se regardait avec les lèvres parce qu'elle ne s'entendait pas. Voilà. Donc les femmes ont été très importantes pour le charbon. Et ces briquettes, maintenant, évidemment, on s'en sert Alors, plus. Elles font partie du patrimoine. Elles font partie complètement du patrimoine. On en trouve très peu. Il y a encore quelques-unes dans des caves, mais bon. On ne s'en sert pas pour faire marcher le train à vapeur des Cévennes. Non, c'est interdit. Surtout celles-là, c'est des pièces de collection et ça fait partie entièrement de notre patrimoine. Nous reviendrons à la maison du mineur dans un instant. Pour l'heure, direction la forêt de fossiles, au lieu dit Champ-Clauson, à la Grand-Combe toujours. Un site qui vous permet de comprendre la formation du charbon. Ce site paléo-botanique naturel du Carbonifère supérieur est un lieu unique. Géologue amoureux des fossiles ou simple visiteur, attention au départ pour un voyage de 300 millions d'années en arrière. Dans le musée, on trouve beaucoup de troncs fossilisés de cette période-là. On trouve également des feuilles de fougères, de prêles et des végétaux qui vivaient là il y a 300 millions d'années. On a une petite reconstitution de cette période du Carbonifère à Champ-Clauson avec des animaux grandeur réelle. Alors on avait des mille-pattes qui pouvaient faire 2 mètres de long, des libellules donc on voit sur la fresque derrière qui pouvaient faire 80 cm d'envergure, des scorpions et des araignées qui pouvaient faire 70-80 cm et des salamandres qui pouvaient faire 1 mètre 20, 1 mètre 40. Alors nous avons 2 bacs à sable. Alors dans un premier bac à sable, on va découvrir des crânes de dinosaures qui certains font 1 mètre 20 de long sur 80 cm de hauteur et d'autres sont un peu plus petits. Alors les enfants recherchent ces fameux crânes. Et on a également notre bac de recherche. Là, c'est carrément un dinosaure, c'est-à-dire un allosaure qui fait environ 6,50 m de long sur 2,50 m de haut, où les enfants doivent retrouver ce fameux dinosaure. Nous sommes dans la forêt domaniale. Vous pouvez reconnaître le pin sylvestre, le pin maritime, le cèdre, le chêne, l'acacia et le bouleau blanc. La forêt fossile, c'est une ancienne mine à ciel ouvert de charbon. Son activité n'a pas duré très longtemps puisqu'elle a commencé dans les années 1955, s'est arrêtée dans les années 1960. Elle était connue par l'école des mines d'Alès où ils venaient faire beaucoup de repérage pour comprendre comment le charbon s'était formé, mais elle a été également sujet à de nombreux pillages par des gens qui étaient mal intentionnés. Alors aujourd'hui, elle est protégée par l'association. Et ça permet de comprendre comment le charbon s'est formé, puisqu'on a retrouvé les troncs fossilisés au-dessus de la couche de charbon. Et là, tous les professeurs en sciences et vie de la Terre sont vraiment assez étonnés de voir ces troncs fossilisés en polysilone de vie au-dessus des couches de charbon. Alors, les premiers troncs fossiles de Champ-Clauson, pas ceux qu'on voit sur la forêt fossile, mais d'autres qu'on ne sait pas trop où ils ont été découverts il y a très longtemps, puisqu'ils ont été découverts dans les années 1890 par un paléobotaniste, M. François Cyril Granderie, qui était employé par les compagnies des mines pour comprendre la formation du charbon pour arriver à l'exploiter plus rationnellement.
Marc, vous êtes fils d'ancien mineur. Oui, bien sûr. Et vous êtes né sur le site, ici, le site Bien Ricard. sûr, je suis né juste devant la porte de la maison des mineurs, dans une caserne, les casernes de l'air, ce qu'on appelait. Nous habitions là, je suis né là. Les mineurs vivaient ici, sur leur lieu de travail, sur évidemment. leur lieu de travail, bien sûr. Alors on voit les rails pour les wagonnets, vous transportez le charbon. Il était culbuté dans cet endroit-là. Et il était emporté en bas pour être lavé, concassé et puis trié, parce que les trieuses triaient les pierres du charbon, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc là on arrive à la recette, c'est-à-dire là où la cage descendait, d'ailleurs on voit la cage là-bas. Cette cage qui est encore résistante, c'est une cage qui descendait disons à 36 km/h, ça allait très vite, 12 mètres secondes disons, et pour le matériel c'était à 9 mètres secondes, ça allait très vite. Alors bien sûr la première fois que les mineurs descendaient, il y avait quand même une impréhension, hein. On allait dans les entrailles de la terre, Mais oui, c'était profond. À 1 mètre. Puis après ils y allaient comme... Et puis la chaleur à l'intérieur, ça devait être... Il faisait très chaud, c'était une mine très chaude parce qu'il faisait 45 degrés en permanence. Donc avec la poussière, le bruit et tout ça quoi. Mais les mineurs étaient très solidaires, très fraternels. Mon grand-père nous disait, on était tous noirs et notre pain était blanc. Oui, et puis travailler dur, parfois au péril de leur vie. Hein. Au péril de leur vie, il y a eu beaucoup d'accidents, notamment le puits, en 1938, a explosé de peu de grisou. 2 grisomètres sont descendus voir s'il y avait du grisou à cette époque-là, à ce moment-là. Et quand ils sont remontés, malheureusement, le puits a brûlé. C'était le 3 décembre 1938, la veille de Sainte-Barbe. Sainte-Barbe est une grande fête chez nous. Et donc, ça a été une grande tristesse. On a évité, c'est pas simple, mais s'il y avait eu 250 mineurs qui seraient descendus, ils seraient tous décédés ce jour-là. Les flammes faisaient plus de 80 mètres de haut. Il a été éteint plus d'une semaine après. Il a été reconstruit, notamment, le chevalement avait fondu, vous y verrez du béton. Et il faut savoir que le patron de l'entreprise qui est venu pour rectifier les travaux est monté à la cime du puits, malheureusement il est tombé et s'est tué aussi. Des histoires difficiles. Hein. Oui, il y en a eu d'autres, notamment un peu plus haut, là, au Ponty, le matin à 5h30, le 18 décembre 1958, 9 mineurs sont morts d'un coup de grisou, d'un déclenchement instantané. Quoi. Et on sait combien de mineurs vivent encore de nos jours qui ont travaillé dans les mines ici? On peut le savoir, oui, il y a encore des retraités, notamment les fondateurs de ce musée, qui nous servent de guide, qui racontent leur histoire, leurs anecdotes. Il y en a quelques-uns encore. Mais malheureusement, c'est une génération qui va disparaître, je leur souhaite de vivre encore plus de 20 ans, bien sûr. Donc les jeunes sont là pour perpétuer voilà. Donc nous essayons de perpétuer la mémoire. Alors notre but, c'est de faire connaître notre patrimoine, mais surtout pour les futures générations. Quand ils ne sauront pas vers où aller, j'espère qu'ils se retourneront et regarderont de là où ils viennent. C'est notre but.